Pour terminer, nous allons voir qu'il est possible dans certains cas de déterminer le nombre de protons équivalents associés à chaque signal. Nous avons dit en début de capsule que nous n'étudions jamais l'intensité d'un signal. En effet, c'est l'air sous la courbe d'un signal en RMN qui est proportionnel au nombre de protons équivalents correspondants. Cette surface est calculée par intégration et est représentée pour chaque signal sous forme de palier. Donc, si la courbe d'intégration n'est pas présentée, vous ne pouvez pas la calculer par vous-même, un logiciel est nécessaire, donc vous ne pourrez pas exploiter cette information. La hauteur de chaque palier est proportionnelle au nombre de protons équivalents associés à ce signal. Parfois, l'intégration relative est précisée à proximité des signaux, c'est-à-dire qu'on indique directement le nombre de protons, mais c'est plutôt rare. Reprenons le spectre de la molécule d'éthanol précédemment étudiée. La courbe d'intégration se présente sous cette forme. Donc, on constate ici qu'il y a bien 3 paliers associés aux 3 signaux. Puisque la hauteur de chaque palier est proportionnelle au nombre de protons associés au signal, nous allons mesurer ces hauteurs. Afin de simplifier l'étude, un quadrillage a été associé au spectre. C'est plutôt rare dans les exercices, donc dans ces cas-là, il faudra prendre votre règle pour mesurer la hauteur des paliers. Mais le raisonnement reste strictement le même. Les résultats de mesure vont être reportés dans un tableau. Donc, le premier palier d'intégration, appelé D1, mesure 3 carreaux. Le second palier en mesure 6 et le dernier en mesure 9. Attention, les paliers ne se mesurent pas à partir de l'origine des ordonnées, mais c'est la hauteur entre deux paliers. Donc ici, il faut prendre comme origine cette partie-là. Un carreau, 2, 3 carreaux. On voit que pour D2, on mesure la hauteur du palier à partir de la fin du premier palier. Et pour le troisième palier, on mesure la hauteur du palier à partir de la fin du palier numéro 2. Puisque la hauteur de chaque palier est proportionnelle au nombre de protons, on peut dire que le rapport entre deux paliers sera égal au rapport entre le nombre de protons. Je m'explique. On voit que D1 est égal à 3 carreaux et D2 à 6. Donc, le deuxième palier est 2 fois plus haut que le premier. Donc, ça veut dire que ce signal correspondra à 2 fois plus de protons équivalents que le premier. Le dernier palier est constitué de 9 carreaux, soit 3 fois plus que le premier palier. Donc, le rapport de protons entre le dernier et le premier palier sera de 3. Ce signal-là correspondra à 3 fois plus de protons que le premier. On peut raisonner aussi sur les deux derniers. Le rapport entre le dernier et le second palier est de 9 divisé par 6, c'est-à-dire 1,5. Donc, le dernier signal aura 1,5 fois plus de protons que le second. Dans notre molécule, il est facile d'associer le plus petit palier au groupe de protons le plus petit, qui est ici constitué d'un seul proton, le proton vert. Donc, le palier d'intégration de 3 carreaux correspond à un hydrogène. En appliquant ce qui a été dit précédemment, puisque le second palier est constitué de 6 carreaux, on pourra dire qu'il correspond donc à 2 fois plus de protons. Et le troisième palier, puisqu'il est 3 fois plus grand que le premier, il correspondra à 3 fois plus de protons, donc 3 hydrogènes. On peut faire le calcul intermédiaire ici. On avait dit que le rapport des deux derniers paliers était de 1,5.
1,5 fois 2 est bien égal à 3. Donc, l'étude de la courbe d'intégration nous a permis d'associer un nombre de protons équivalent à chaque signal. Il est facile maintenant d'associer chaque signal à un groupe de protons équivalents au sein de la molécule. Et ce résultat est en accord avec l'étude du déplacement chimique et l'étude de la multiplicité des signaux. Une autre méthode d'utilisation de la courbe d'intégration va être présentée maintenant. Elle est un peu à la limite du programme de terminale S, mais il est peut-être rassurant de la connaître dans le cas où on aurait du mal à attribuer le plus petit signal à un certain nombre de protons équivalents. Cette technique est aussi très utile dans le cas où on n'a pas la formule développée de la molécule, mais uniquement sa formule brute. Dans le cas de la molécule d'éthanol, on a un total de 6 protons. Et la mesure des paliers d'intégration nous permet de dire que la totalité de ces 6 protons correspondent à une hauteur totale de 18 carreaux. Donc, puisque la hauteur des paliers d'intégration est proportionnelle au nombre de protons, on peut dire qu'un proton correspond à une hauteur de 3 carreaux. Donc, à partir de cela, il est facile de dire que D1 ayant une hauteur de 3 carreaux correspond à un hydrogène, qu'une hauteur de 6 carreaux correspondra à 2 hydrogènes et une hauteur de 9 carreaux correspondra à 3 hydrogènes. Bien entendu, les deux méthodes se rejoignent. En conclusion, quelles sont les différentes étapes d'analyse d'un spectre RMN? La première étape est de compter le nombre de signaux. En effet, le nombre de signaux est égal au nombre de groupes de protons équivalents. On peut ensuite analyser la multiplicité des signaux. Un groupe de protons équivalents ayant pour voisin n protons présente un signal sous forme d'un multiplé de n plus 1 pic. On peut utiliser la courbe d'intégration si elle est fournie. La hauteur de chaque saut vertical est proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables de ce signal. Donc, le rapport entre les hauteurs de deux paliers est égal au rapport des nombres de protons correspondants. Enfin, on peut utiliser une table de valeurs de déplacement chimique. Elle permet de vérifier la formule d'une molécule et elle permet aussi de lever l'ambiguïté entre plusieurs molécules possibles quand toutes les autres informations n'ont pas pu départager les molécules. Bien entendu, l'utilisation d'une ou plusieurs étapes dépendra de la complexité du spectre à analyser. À la fin, il ne faudra pas oublier de conclure. Cette capsule est terminée. Je vous souhaite une bonne analyse spectrale.